Sujet de la vidéo explique comment transformer sa vie en seulement 3 jours grâce à quelques habitudes simples mais puissantes. Les 8 habitudes premiers: se lever tôt, commencer la journée avec calme et énergie. 2. Prendre une douche froide, revitalise le corps et l'esprit, développe le courage. 3e, faire du sport chaque jour, même léger, essentiel pour la santé physique et mentale. 4e, écrire dans un journal, noter ses pensées et projets clarifient l'esprit. 5e, pratiquer la gratitude, remercier pour 3 choses chaque jour favorise la pensée positive. 6. Lire ou apprendre chaque jour, le savoir est un outil d'évolution personnelle. 7. Limiter les réseaux sociaux, gagner du temps et alléger l'esprit. 8. Bien dormir, 7 à 8 heures, indispensable pour l'équilibre physique et mental. Conclusion, ces habitudes, même pratiquées pendant seulement 3 jours, apportent déjà plus d'énergie, de clarté et de productivité, et si elles deviennent permanentes, elles peuvent réellement transformer la vie. Il y a des moments où l'on se fatigue, pas de la vie, mais de vivre endormi, de se lever et de sentir que tout reste pareil, que les jours se répètent comme une boucle sans sens, que le corps avance mais l'âme est coincée. Tu te fatigues de te donner des excuses, d'attendre des signes qui n'arrivent pas, de repousser ce que tu sais que tu dois faire. Et alors apparaît une question qui coupe comme un couteau. Jusqu'à quand vas-tu continuer ainsi ? Cette vidéo n'est pas pour celui qui veut une vie facile. Elle est pour celui qui est prêt à vraiment se lever, pour celui qui a déjà compris que le changement n'arrive pas par magie ni par inspiration passagère, mais par des décisions fermes et des actions inconfortables. Ici, nous ne te promettons pas de miracle, mais une chose. Si tu appliques ces 6 leçons pendant seulement 3 jours avec une absolue sérieux, tu vas sentir comment quelque chose bouge en toi. Et une fois que cela bouge, il n'y a pas de retour en arrière. Il ne s'agit pas de motivation bon marché ni de belles phrases. Il s'agit de prendre le contrôle, de briser le cycle de distraction, de bruit et de conformisme. Il s'agit de te reconnecter avec toi-même, non pas avec une version idéalisée, mais avec la partie la plus honnête et puissante de qui tu es quand tu arrêtes de te mentir. Au cours des prochaines minutes, je vais te donner 6 habitudes inspirées de la philosophie stoïcienne, mais ramenées à la terre, pratiques, réelles, applicables, parce que tu n'as pas besoin d'une nouvelle vie, tu as besoin d'une nouvelle attitude. Et cette attitude commence quand tu arrêtes de négocier avec toi-même et fais ce que tu sais que tu dois faire. Pas demain, pas quand tu te sens prêt, maintenant. Prépare-toi, ce ne sera pas confortable. Mais si tu es prêt à être inconfortable pendant 3 jours, tu pourrais réveiller une force qui dort en toi depuis des années. 1. Que ta journée obéisse à tes décisions, pas à tes distractions. Ta vie est comme un cheval sauvage. Tu peux le monter ou le laisser te traîner. Chaque matin, ce cheval se réveille en attendant un ordre clair, une direction. Mais si tu n'es pas présent, si tu ne prends pas les rênes fermement, tu n'iras nulle part, ou pire encore, tu finiras dans un endroit que tu n'as jamais choisi. Les distractions ne sont pas seulement des ennemis silencieux, ce sont des cordes invisibles qui te tirent dans 1000 directions et te transforment en spectateur de ta propre existence. Le problème n'est pas que tu n'as pas de temps, c'est que tu le donnes. Chaque fois que tu vérifies ton téléphone sans nécessité, chaque fois que tu repousses une décision importante ou que tu te laisses absorber par le bruit des autres, tu abandonnes ta responsabilité de diriger ta propre journée. Et quand tu ne diriges pas, tu obéis. Tu obéis à l'algorithme, au divertissement vide, aux urgences des autres. Tu cesses d'agir et commences à réagir. Tu deviens l'esclave de ton environnement, pas l'architecte de ton destin. La philosophie stoïcienne enseigne que la maîtrise de soi commence par ce que tu choisis de faire dans le moment présent. Pas demain, pas quand tu auras de l'énergie, pas quand l'univers sera aligné. Maintenant, si tu ne contrôles pas ton attention, tu ne contrôles pas ta vie. C'est aussi simple que ça. Peu importe ton talent, si tes journées sont détournées par des stimuli qui ne te construisent pas, tu finiras par te sentir vide, frustré et confus. Comme quelqu'un qui marche en rond, les yeux bandés. C'est pourquoi, pendant ces 3 jours qui commencent aujourd'hui, ta mission est de prendre des décisions conscientes dès que tu ouvres les yeux. Ne laisse pas la première chose que tu vois être un écran. Ouvre la fenêtre, respire, étire ton corps,
Demande-toi, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour me rapprocher de la personne que je veux être? Et ne te mens pas. L'honnêteté envers toi-même va faire mal au début, mais elle va aussi te libérer. Fais une liste claire, courte et concrète, pas plus de 3 choses importantes. Pas des tâches automatiques, mais des actions qui nécessitent une intention. Des choses que tu sais que tu repousses, mais qui te transformeraient si tu les faisais constamment. Et voici le plus important. Transforme-le en loi, pas en désir. Loi. Fais le même si tu n'en as pas envie. Fais le même si tu es fatigué. Fais le même si tu ressens de la résistance. Ce malaise est ton signal que tu fais la bonne chose. Pendant ces 3 jours, priorise l'essentiel et entraîne ton esprit à se concentrer sur une chose à la fois. Chaque fois qu'une distraction apparaît, identifie-la, observe-la et ne lui donne pas de pouvoir. Tu n'es pas un robot programmé pour répondre à chaque notification. Tu n'es pas un esclave de l'urgence des autres. Tu es un être humain avec la capacité de choisir. Et si tu ne choisis pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Termine la journée en évaluant. As-tu eu le contrôle ou le chaos te l'a-t-il arraché? As-tu vécu en pilote automatique ou as-tu été l'auteur de chaque minute? Cette réflexion n'est pas pour te juger, mais pour aiguiser ta conscience. Le stoïcisme ne cherche pas la perfection, il cherche la cohérence. Et la cohérence se construit minute par minute, décision après décision. Un jour ne change pas ta vie, mais change ta direction. Et 3 jours peuvent suffire pour te rappeler que le pouvoir a toujours été en toi. Tu l'avais juste oublié. Que ta journée obéisse à tes décisions. Que ton attention soit sacrée. Que chaque action, aussi petite soit-elle, soit alignée avec la vie que tu veux construire. Parce que si tu ne diriges pas, le chaos dirige. Et tu n'es pas né pour obéir au chaos. Tu es né pour te réveiller, pour diriger et pour arrêter de fuir de toi-même. 2. Débarrasse-toi des déchets de ton environnement et tu verras comment ton esprit s'organise. Ton esprit est comme une pièce. Si elle est remplie de choses jetées partout, avec des vêtements sales sur le sol, des assiettes empilées et des fenêtres fermées, il est impossible de trouver de la clarté. Chaque fois que tu essaies de penser, tu te heurtes au désordre. Chaque fois que tu essaies d'avancer, tu trébuches sur ce que tu n'as pas nettoyé. C'est aussi ainsi que fonctionne ton environnement. Ce n'est pas seulement un espace physique, c'est une extension de ton état interne. Et si tu veux transformer ta vie en 3 jours, commence par balayer ce qui gêne à l'extérieur pour libérer ce qui est piégé à l'intérieur. Il ne s'agit pas de perfection ou de rendre tout minimaliste par mode. Il s'agit de respect. Parce que lorsque tu vis entouré de chaos, ton esprit s'entraîne à fonctionner en mode survie. Tout semble urgent, tout semble accablant, rien ne semble clair. L'environnement te crie constamment et tu t'habitues à vivre dans ce bruit. Mais tu n'es pas conçu pour cela. Tu es conçu pour créer, pour te concentrer, pour respirer calmement. Et cela ne se produit que lorsque tu nettoies ton espace, comme si tu allais construire quelque chose de sacré. Fais un nettoyage radical. Parcours ta chambre, ton bureau, ton téléphone portable, ta cuisine. Demande-toi sans filtre, qu'est-ce qui me draine de l'énergie? Qu'est-ce qui me rappelle une ancienne version de moi que je ne veux plus porter? La tasse cassée que tu n'as jamais réparée, le tiroir plein de choses que tu n'utilises pas, les notifications que tu ne cesses jamais de voir, les objets qui ne t'inspirent pas. Tout cela n'est pas inoffensif. Tout cela est un déchet symbolique qui occupe de l'espace que tu pourrais utiliser pour ce qui compte vraiment. Et cela s'applique aussi aux personnes et aux conversations. Avec qui parles-tu tous les jours? Te pousse-t-il vers ta meilleure version ou te traîne-t-il dans le drame constant, le jugement, la plainte? Parfois, tu es entouré de tant de bruit humain que tu ne te rends pas compte que tu ne penses plus par toi-même. Tu réagis seulement à l'environnement. Tu ne peux pas transformer ton esprit si tu continues à l'intoxiquer avec les mêmes dynamiques toxiques que toujours. Il y a des gens qui veulent te voir bien, mais pas mieux qu'eux. Et si tu ne filtres pas cela, tu stagnes. Pendant ces 3 jours, fais de la place, littéralement et symboliquement.
Débarrasse-toi de tout ce que tu n'utilises pas, élimine les conversations inutiles, mets en sourdine les notifications, jette les vieux papiers, nettoie tes vêtements, range ton lit, respire dans un endroit dégagé. Au début, cela semblera insignifiant, mais tu verras comment, en le faisant, ton esprit se calme également. L'ordre extérieur est un miroir de l'ordre intérieur. Il ne s'agit pas de vivre comme un moine, il s'agit de prendre le contrôle de ce que tu peux contrôler. Et ton environnement est l'un de ces champs de bataille que tu as ignorés pendant longtemps. Sois brutalement honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu accumules par peur, par habitude, par incapacité à lâcher prise? Parce que le problème n'est pas le désordre physique en soi, mais ce qu'il représente. Procrastination, attachement, déni, déconnexion. Chaque objet hors de sa place est une décision non prise. Et chaque décision non prise est une chaîne de plus qui t'éloigne de ta liberté. Le stoïcisme enseigne que l'on doit se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui élève, pas sur ce qui distrait, sur ce qui libère, pas sur ce qui orne. Tu ne peux pas vivre une vie puissante si tu t'entoures de choses inutiles. Tu ne peux pas prendre des décisions importantes si tu vis au milieu d'un environnement saturé d'énergie stagnante. Le guerrier ne commence pas la bataille avec un champ plein d'obstacles. Il le nettoie, le prépare, l'honore. Aujourd'hui, nettoie ton espace comme si tu te préparais à renaître. Fais-le avec discipline, sans hâte, mais sans excuse. Et pendant que tu nettoies, laisse ton esprit aussi lâcher ce qu'il n'a plus besoin de porter. Parce que lorsque l'espace respire, tu respires aussi. Et quand tu respires clairement, tu prends de meilleures décisions. Ne sous-estime pas le pouvoir de sortir les ordures. C'est l'un des actes les plus révolutionnaires que tu peux faire lorsque tu es prêt à prendre au sérieux ta transformation. 3. Vide le bruit sur papier avant qu'il ne t'empoisonne de l'intérieur. Ton esprit est comme un verre d'eau claire que quelqu'un a laissé sous la pluie. Jour après jour, il se remplit, non pas de ce que tu as choisi, mais de ce qui tombe sans permission. Les soucis des autres, les pensées répétitives, les peurs déguisées en logique, les promesses non tenues et les mots jamais prononcés. Il arrive un moment où le verre ne peut plus rien contenir. Il déborde, et tout ce qui sort est de l'anxiété, de la fatigue, de la confusion ou une mauvaise humeur sans explication. Tu n'es pas brisé, tu es saturé, et ce qui n'est pas exprimé pourrit de l'intérieur. C'est pourquoi écrire n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Non pas comme une thérapie bon marché ou comme un art décoratif, mais comme un outil de survie. Écrire, c'est ouvrir une issue au chaos pour qu'il ne te détruise pas de l'intérieur. C'est vider le bruit accumulé pour que tu puisses à nouveau t'écouter. Parce que quand tout tourne dans ta tête, tu ne peux pas penser clairement. Tu ne peux pas agir avec fermeté. Tu ne peux pas décider librement. Tu es prisonnier de tes propres pensées non filtrées. Il n'est pas nécessaire que tu saches rédiger joliment ou que tu aies beaucoup de temps libre. Tu as juste besoin d'un cahier, d'un stylo et du courage d'affronter ce que tu portes sans t'en rendre compte. Au réveil, avant de vérifier ton téléphone, assieds-toi pendant 5 minutes et écris sans filtre ce que tu as en tête. Peu importe si cela a du sens ou non. Peu importe si c'est répétitif. Ce qui compte, c'est de le lâcher. Passer de la pensée au papier pour l'extraire de ton système. Cette action si simple peut changer tout le ton de ta journée. Pendant ces 3 jours, ta tâche est d'écrire pour te vider. Pas pour planifier, pas pour organiser ta vie, mais pour drainer ce qui te pèse. Tu peux le faire le matin, le soir ou à tous les 2 moments. Écrire ce que tu n'oses pas dire, ce que tu as peur d'accepter, ce qui te dérange en silence, parce que si tu ne le sors pas, il sortira de toute façon, mais sous forme d'anxiété, d'insomnie, de réaction impulsive ou de fatigue chronique. Ton corps parle ce que ta bouche tait et ton esprit projette ce que tu ne te permets pas de traiter. La philosophie stoïcienne ne parle pas directement d'écrire, mais elle parle d'observer tes pensées à distance. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Et la meilleure façon de voir cette interprétation est de l'écrire.
Quand tu vois tes pensées sur papier, elles deviennent plus claires, plus petites, plus gérables. Ce qui semblait être un monstre dans la tête devient un ensemble de mots que tu peux comprendre, questionner ou lâcher. De plus, écrire crée un espace interne. Il t'aide à trouver des modèles que tu ne voyais pas avant. Il te montre dans quoi tu répètes des cycles, quels mensonges tu te racontes, quelles émotions tu accumules sans le vouloir. Tu n'as pas besoin de le publier ou de le montrer à quelqu'un. Cet exercice est pour toi, pour ta liberté mentale, pour ton équilibre émotionnel, pour ta vérité sans fioriture ni masque. Fais le même si tu n'en as pas envie. Fais le même si tu ne sais pas quoi écrire. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le contenu, mais l'acte, l'habitude, la discipline de vider avant de te remplir. Si tu ne le fais pas, chaque nouveau jour s'ajoute à un amas d'émotions non digérées et de pensées non résolues. Et il n'y a pas de croissance réelle possible quand tout ton système est congestionné. Écris avec colère si nécessaire. Écris avec peur, avec fatigue, avec confusion. Mais écris. Que ce papier soit le conteneur de ce que tu ne veux plus porter. Et si un jour tu ne sais pas quoi dire, commence par le plus simple. Aujourd'hui, je me sens comme ça. Et laisse ta main continuer seule. Il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. La seule chose incorrecte serait de continuer à tout avaler sans rien lâcher. Si tu veux changer ta vie en 3 jours, commence par dégager ton esprit. Et pour cela, tu as besoin d'ouvrir une soupape de sécurité. Le papier ne juge pas, n'interrompt pas, n'exige pas de réponse. Il est juste là, prêt à t'aider à voir ce que tu n'as pas voulu regarder. Et une fois que tu le fais, une fois que tu l'écris, tu commences à te libérer. Parce que personne ne construit une nouvelle vie en portant le même vieux bruit. 4. Utilise ton corps comme un rappel que tu es vivant et éveillé. Ton corps est comme une cloche oubliée dans une vieille tour. Il est là, silencieux, rouillé par l'habitude, recouvert de couches de routine et de négligence. Mais si quelqu'un le secoue avec force, si quelqu'un le fait sonner à nouveau, cela réveille quelque chose d'ancien, quelque chose de profond. C'est ainsi que ton corps réagit lorsque tu décides de l'utiliser avec intention. Non pas comme un objet que tu tolères, ni comme une machine qui ne sert qu'à se déplacer d'un endroit à un autre, mais comme un rappel constant que tu es ici, respirant, ressentant, existant. Ton corps est une preuve de vie. Et si tu le maintiens éteint, tu éteins tout le reste avec toi. Dans une vie dominée par les écrans, les notifications et la sédentarité, nous avons oublié l'essentiel. Que le corps n'est pas séparé de l'esprit. Que si ton corps s'endort, ton esprit le suit. Que si tu passes la journée sans bouger, ton énergie se fige, ta motivation s'affaiblit et ton sens de la présence disparaît. Tu n'as pas besoin de courir un marathon ni de t'entraîner comme un athlète. Mais tu as besoin de te reconnecter avec la douleur de l'effort, avec la chaleur du mouvement, avec le pouvoir de t'activer même si tu n'en as pas envie. Parce que le corps actif se souvient. Et quand il se souvient, il te réveille. Pendant ces 3 jours, ton corps sera ton allié, ton ancre, ton outil pour revenir au présent. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de manque de temps. Il y a un manque de décision. Il n'y a pas besoin d'équipement. Seulement besoin de volonté. Marche avec intention. Fais des pompes avec rage. Étire-toi avec conscience. Respire profondément. Utilise chaque mouvement comme une affirmation que tu n'es pas mort en vie. Parce que beaucoup de gens respirent, mais ne vivent pas. Et tu n'es pas venu pour survivre, tu es venu pour être présent. Les stoïciens comprenaient que le corps devait être au service de la vertu, non du plaisir. Qu'il devait être renforcé, non pas pour l'esthétique ou la vanité, mais pour la discipline, l'autodiscipline, le respect. Un corps entraîné est un corps obéissant. Et un corps obéissant ne sabote pas tes décisions. Au contraire, il te rappelle que tu es capable de résister, d'agir, d'avancer même si l'environnement te pousse à rester immobile. L'inconfort physique n'est pas ton ennemi, c'est ton allié pour briser la passivité mentale. Il y a quelque chose de profondément spirituel à bouger avec intention. Parce que lorsque tu le fais, tu n'actives pas seulement les muscles, tu actives aussi la conscience.
Tu prends en charge de toi, tu assumes la responsabilité de ton énergie, tu transformes ta journée à partir de ce qui est le plus tangible. Si tu sens que ta vie est stagnante, commence par bouger ton corps. Si tu sens que tout est désordonné, commence par te mettre en ordre. La sueur nettoie plus que la peau, elle nettoie l'esprit, elle nettoie l'âme, elle nettoie les excuses. L'exercice quotidien n'est pas négociable si tu veux transformer ta vie. Il ne s'agit pas de temps ni de motivation, il s'agit de décision. 20 minutes suffisent, 30 si tu peux. Ne le fais pas pour avoir l'air mieux, fais-le pour te sentir vivant. Et n'attends pas d'avoir envie, commence dès maintenant. Même si c'est avec une série de respirations profondes, une marche rapide, ou le corps au sol faisant la planche, jusqu'à ce qu'il tremble. Parce que quand le corps tremble, l'âme se réveille. Fais du mouvement un rituel, qu'il soit la première ou la dernière chose de la journée, mais qu'il ne manque pas. Utilise la douleur musculaire comme un rappel que tu es en train de grandir, que quelque chose en toi se brise pour devenir plus fort. Il n'y a pas de progrès sans effort, pas de clarté sans sueur, pas de pouvoir intérieur si le corps est faible. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport, tu as besoin de caractère. Tu n'as pas besoin de temps libre, tu as besoin d'intention. Et si tu lis ceci, c'est parce que tu sais déjà que tu en as besoin. Ne continue pas à attendre de te sentir prêt. Utilise le corps comme le pont entre ton présent confus et ton futur clair. Parce que lorsque tu l'utilises avec discipline, le corps cesse d'être un fardeau et devient un élan. Il cesse d'être une excuse et devient un rappel. Un rappel que tu es ici, que tu as du pouvoir, que tu peux encore te réveiller. Et si tu peux te réveiller, alors tu peux changer. Tu as juste besoin de bouger et de continuer à bouger même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si personne d'autre ne le comprend. 5. Ferme la fenêtre sur le monde extérieur et reviens à toi. Ton attention est comme une maison avec les fenêtres ouvertes. Tout ce qui se passe à l'extérieur entre sans filtre, cris, opinions, comparaisons, bruit. Chaque notification est un étranger qui s'infiltre dans ton salon. Chaque défilement est une conversation étrangère qui interrompt ta pensée. Et ainsi, sans t'en rendre compte, ta maison se remplit de voix qui ne t'appartiennent pas. Tu perds le silence, tu perds le contrôle, tu perds le centre. Le problème n'est pas le monde extérieur, le problème est que tu as laissé toutes les fenêtres ouvertes et tu as oublié d'être chez toi avec toi-même. Nous vivons à une époque où le plus grand luxe n'est ni l'argent ni le temps, c'est la capacité de te concentrer sur toi. Nous sommes bombardés par la vie des autres, par leurs succès, leurs drames, leurs opinions déguisées en vérités absolues. Tu te remplis d'informations inutiles, d'émotions qui ne sont pas les tiennes, d'objectifs empruntés. Et un jour, tu te réveilles confus, te sentant insuffisant sans savoir pourquoi, déconnecté de toi-même, de ce que tu penses, de ce que tu ressens, de ce que tu veux vraiment. Ferme la fenêtre, littéralement et symboliquement. Éteins ton portable pendant des heures. Sors des réseaux. Tais ce qui ne te construit pas. Arrête de regarder dehors en cherchant une direction. La réponse n'est pas dans l'algorithme, elle est dans ton silence. Mais ce silence n'apparaît pas seul, tu dois le créer. Et pour le créer, tu as besoin de courage. Parce que le silence fait peur. Parce que quand tout s'éteint, ce qui reste, c'est toi. Et cela peut être inconfortable si tu as passé trop de temps sans te parler vraiment. Pendant ces 3 jours, ta pratique sera de t'isoler du bruit pour t'écouter à nouveau. Tu n'as pas besoin de t'enfuir dans la forêt ou de devenir un ermite. Tu as juste besoin de petites décisions conscientes. À quelle heure vas-tu te déconnecter complètement? Qu'est-ce que tu vas arrêter de consommer? Quelle conversation vas-tu éviter? Il ne s'agit pas de disparaître du monde, il s'agit de revenir à toi pour arrêter de vivre selon ce que les autres disent que tu devrais être. Parce que chaque fois que tu choisis de voir ce que font les autres au lieu de te demander ce que tu veux, tu t'affaiblis, tu te disperses, tu te perds. La philosophie stoïcienne parle de l'importance de ne pas laisser les circonstances extérieures voler ta paix. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non pour plaire aux autres,
Épictète insistait sur le fait que tu ne peux contrôler que ce que tu penses, pas ce que le monde pense. Et tu as cette même capacité, mais pour l'activer, tu as besoin de fermer la porte à l'extérieur pour un moment. Tu as besoin de créer un espace où personne n'opine, où personne ne te compare, où il n'y a ni applaudissements ni critiques, juste ta vérité face à toi. Utilise cet isolement comme une force, non pas comme une fuite, mais comme un acte de souveraineté personnelle. Tu n'as pas besoin de l'expliquer ni de le justifier. Le temps avec toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la reconstruction. C'est regarder à l'intérieur et te dire la vérité sans filtre. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu évites d'affronter? Quelle partie de toi ignores-tu en étant distrait par le monde extérieur? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont nécessaires, et elles ne peuvent être répondues que dans le silence. Éteins le bruit pour allumer la clarté. Et si tu as du mal, souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu choisis de te déconnecter du monde pendant quelques heures, tu entraînes ton esprit à vivre sans l'addiction à l'extérieur. Tu brises la dépendance à la stimulation constante. Tu construis du pouvoir intérieur. Et le pouvoir intérieur se remarque dans ton regard, dans ta présence, dans tes décisions. Parce que celui qui se connaît et se respecte n'a pas besoin de validation. Fais de cette habitude une discipline quotidienne, non pas comme une punition, mais comme un cadeau de présence, de conscience, de vérité. Parce que si tu ne te donnes pas un espace pour t'écouter, personne d'autre ne le fera pour toi. Le monde continuera à crier, mais tu peux choisir le silence, et dans ce silence, te retrouver. Parce qu'il n'y a pas de transformation sans connexion avec toi, et il n'y a pas de connexion possible si tu vis avec les fenêtres ouvertes toute la journée. Ferme, respire, reste avec toi, et à partir de là, prends le contrôle. 6. Respire avec la terre, pas avec les notifications. Ta respiration est comme une racine enfouie sous des couches de béton. Elle est là, attendant ton retour, mais tu l'as recouverte de fausses urgences, d'anxiété programmée, du bruit constant d'un monde qui exige ta disponibilité à chaque seconde. Tu ne respires plus profondément, tu survis à peine, avec de brèves inspirations entre deux distractions. Tu es en vie, mais pas connecté. Tu fonctionnes, mais tu n'es pas présent. Ton corps est à un endroit, ton esprit à 10 autres. Cette déconnexion te coûte ta clarté, ton énergie, ta santé et ta paix. La respiration est la porte la plus directe vers le présent, mais aussi la plus négligée. Parce qu'elle ne brille pas, ne se vante pas, ne se partage pas sur les réseaux. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle est essentielle. Et lorsque tu apprends à y revenir, à respirer de nouveau sans précipitation ni stimuli externes, tout change. Ton système nerveux baisse la garde, tes pensées s'alignent, ton énergie se stabilise, tu commences à répondre au lieu de réagir, tu commences à être, pas seulement à faire, et cela te donne un avantage que peu de gens ont aujourd'hui, la capacité de te maintenir en équilibre au milieu du chaos sans te laisser engloutir par lui. Durant ces 3 jours, ta pratique sera très simple et très puissante. Recommencer à respirer comme si ta vie en dépendait, car c'est effectivement le cas. Cesse de respirer comme si tu allais exploser. Respire comme quelqu'un qui veut retrouver son centre. 3 fois par jour, pendant 3 minutes. Fais-le en pleine conscience. Sans écran, sans musique, sans conversation. Juste toi, l'air qui entre et sort, et la décision de réhabiter ton corps. La philosophie stoïcienne enseigne à ne pas réagir à tout ce qui vient de l'extérieur, à choisir ses batailles, à rester digne même quand le monde s'effondre. Cette maîtrise de soi n'est pas que mentale, elle est aussi physiologique. Un stoïcien ne se laisse pas emporter par la panique ni par l'impulsion. Il observe, il évalue, il agit avec intention. Et rien de tout cela n'est possible si ta respiration est prise en otage par le stress numérique qui t'oblige à rester en état d'alerte permanent. Chaque notification que tu interromps pour consulter te vole quelques secondes d'attention, mais aussi ton équilibre. Ta respiration s'accélère, ton corps se tend, ton esprit se fragmente. C'est une torture invisible que tu as acceptée comme normale.
Et ce ne l'est pas. Tu n'es pas venu sur Terre pour vivre accroché à un écran, mais pour expérimenter la vie en pleine présence, avec les pieds sur terre et l'esprit ancré dans le moment. Et pour cela, tu dois commencer à respirer avec la terre, pas avec les notifications. Sors si tu peux. Marche pieds nus. Arrête-toi. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens ton souffle pendant 4. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. Refais-le. Fais-le comme un acte de pouvoir, comme un acte de rébellion face à un système qui te veut rapide, anxieux et toujours occupé. Ta respiration est ta résistance, ton bouclier, ton outil secret pour reprendre le contrôle sans crier ni courir. Cette habitude, aussi minime qu'elle puisse paraître, a le pouvoir de transformer ta manière d'affronter le reste. Parce que quand tu respires en conscience, tes décisions ne viennent pas de la peur, mais de la clarté. Tes réactions ne sont pas automatiques, elles sont réfléchies. Ton énergie ne s'épuise pas en futilité, elle se concentre. Et dans un monde où tout le monde court sans savoir où il va, tu seras parmi les rares à marcher avec calme, fermeté et direction. Ne sous-estime pas cela. Bien respirer n'est pas optionnel si tu veux te transformer. C'est urgent. Car sans respiration consciente, tout ce que tu fais sera réaction. Et ce processus que tu as entamé n'est pas fait pour réagir, mais pour prendre les commandes, pour construire avec intention, pour retrouver le contrôle que tu as perdu dans la tempête des stimulations. Alors ferme les yeux, inspire profondément et souviens-toi de qui tu es. Pas ce que le monde dit que tu es, mais ce que toi, tu choisis d'être quand tu es pleinement présent. Respire, pas comme une victime du chaos, mais comme un créateur d'ordre. Respire avec la terre, avec le sol qui te soutient, avec le corps qui attend encore ton retour. Car si tu peux maîtriser ta respiration, tu peux maîtriser ton esprit. Et si tu maîtrises ton esprit, alors rien ne peut t'arrêter. Tu es programmé, et tu ne le sais pas. Ton esprit n'est pas libre, c'est une cage avec des barreaux invisibles faits de peur, de vieilles habitudes, de pensées que tu répètes sans te poser de questions. Et si tu ne réécris pas ce code mental, peu importe combien tu essaies, tu vas continuer à trébucher sur les mêmes erreurs, les mêmes doutes, les mêmes excuses. Ce n'est pas un message agréable ni confortable, c'est un choc, parce que pendant que tu continues à attendre de te sentir prêt, il y a des gens là-bas qui agissent comme s'ils avaient déjà gagné. Et ils gagnent, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont quelque chose que tu n'as pas encore activé. Une mentalité programmée pour avancer, pas pour survivre. Ton esprit peut être ta pire prison ou ta meilleure arme. Et la plupart choisissent sans le savoir. Parce que c'est facile de blâmer l'environnement, le passé, les circonstances. Ce qui est difficile, c'est de se regarder dans le miroir et de dire « je me retiens ». Mais quand tu le fais, tout change. Cette vidéo est pour ceux qui en ont marre de penser petit, de se trahir, de se parler comme des ennemis et d'agir comme des victimes. C'est pour celui qui en a assez de mendier des miettes émotionnelles, des opportunités médiocres et des vies empruntées. C'est pour celui qui a déjà décidé qu'il ne peut plus être spectateur de sa propre histoire. Nous allons parler de comment reprogrammer ton esprit depuis le plus profond. Pas de belles phrases, ni de promesses vides. Je vais te donner 8 leçons stoïciennes que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Et pas pour que tu te sentes motivé un moment, mais pour que tu deviennes quelqu'un qui n'a plus besoin de motivation pour agir. Parce que quand tu comprends comment fonctionne ton esprit, tu apprends à le maîtriser. Et quand tu maîtrises ton esprit, personne ne peut te dominer. Reste jusqu'à la fin. Parce que si ce message te dérange, c'est parce qu'il te touche exactement là où tu en as besoin. 1. Marche comme celui qui n'a plus besoin de permission pour être grand. Il y a des personnes qui entrent dans une pièce et l'air change. Non pas parce qu'elles font du bruit, non pas parce qu'elles cherchent à attirer l'attention, mais parce qu'elles portent quelque chose dans le regard, dans les pas, dans le dos droit, comme si le monde devait s'adapter à leur présence, et non l'inverse. Elles ne feignent pas la confiance, elles la respirent. Et ce n'est pas dû à leurs vêtements, ni à leur corps, ni à leur renommée.
C'est dû à une décision interne, marcher dans la vie comme celui qui n'est plus disposé à mendier la validation. La plupart marchent la tête baissée, avec des pas incertains, avec l'énergie cachée. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas de courage, c'est qu'ils n'y croient pas. Ils attendent que le monde leur donne la permission de se montrer, alors qu'en réalité, c'est le monde qui répond à la façon dont tu te tiens devant lui. Si tu te caches, tu n'existes pas. Si tu doutes, on t'écrase. Si tu agis avec peur, la vie le sent. C'est pourquoi la clé n'est pas d'avoir tout résolu. La clé est de marcher comme celui qui a déjà décidé qu'il sera impossible à ignorer. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne peux pas contrôler comment les autres te voient, mais tu peux contrôler comment tu te comportes, comment tu penses, comment tu te présentes. Épictète disait que la liberté commence quand tu arrêtes de te soucier de ce que tu ne peux pas contrôler. Et cela inclut l'opinion des autres. Marcher avec puissance ne signifie pas être arrogant. Cela signifie savoir qui tu es sans avoir à le prouver. Cela signifie regarder en avant, même si tu as peur. Cela signifie que ta façon de bouger, de parler et d'être reflète la fermeté que tu construis à l'intérieur. Ton esprit a besoin de signaux clairs. Tu ne reprogrammes pas ton cerveau en souhaitant, tu le reprogrammes en agissant. Si tu veux arrêter de te sentir inférieur, bouge-toi comme quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. Si tu veux du respect, commence par te respecter toi-même. Si tu veux de la présence, commence par marcher avec direction, avec intention, avec décision. Chaque pas que tu fais est un message à ton système nerveux. Tu lui dis « Je suis ici, je suis éveillé, je suis en contrôle ». Mais si tu marches comme si tu voulais disparaître, ton corps le croit, ton esprit le croit, le monde le croit. Tu n'as pas besoin de tout avoir pour te déplacer comme quelqu'un de précieux. Ce dont tu as besoin, c'est la conviction que tu n'es plus disponible pour une vie petite. Et cette conviction s'entraîne. Elle se construit tous les jours en silence, lorsque tu choisis de ne pas te voûter, lorsque tu lèves les yeux, lorsque tu occupes ton espace sans culpabilité. Marcher comme celui qui est déjà impossible à ignorer n'est pas une stratégie, c'est une déclaration d'identité. Les gens remarquent ce que tu projettes. Si tu projettes le doute, le retrait, l'insécurité, c'est ce que tu recevras. Mais si tu marches comme celui qui a déjà décidé qu'il ne va pas demander la permission d'exister, les portes commencent à s'ouvrir toutes seules. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé ta façon de te déplacer dans le monde. Alors tiens-toi debout, redresse le dos, regarde devant, et fais ce premier pas comme si tu n'avais pas d'autre choix, parce que tu n'en as pas. Où tu prends le contrôle de ta présence, où le monde le prendra pour toi. Marche comme celui qui ne va plus jamais se rétrécir pour s'adapter. Parce que la version la plus puissante de toi ne demande pas la permission, elle s'impose avec présence. Et cette version est déjà prête, elle attend juste que tu y crois aussi. 2. Entraîne-toi dans l'inconfort jusqu'à ce que ce soit ta zone de pouvoir. L'esprit est comme une maison abandonnée, pleine de poussière, de toiles d'araignée et de portes rouillées que personne n'ose ouvrir. Non pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'il est plus facile de vivre seul dans une pièce connue, même si elle est sale, même si elle sent le renfermer. L'inconfort n'est pas dangereux, l'inconfort est simplement inconnu. Et comme il ne semble pas familier, nous l'évitons. Mais ce que tu évites te contrôle, et ce à quoi tu fais face te transforme. La plupart des gens veulent des résultats extraordinaires avec des actions confortables. Ils veulent la sécurité sans risquer, la discipline sans effort, la confiance sans exposition, le respect sans courage. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Tout ce qui vaut la peine est construit sur des terrains inconfortables. Et je ne parle pas de souffrance sans sens. Je parle de décisions qui font mal parce qu'elles font ressortir des versions de toi qui n'ont jamais été utilisées. Je parle de regarder ce que tu as toujours évité, de faire ce que tu as toujours repoussé, d'arrêter de chercher refuge dans la facilité. Les stoïciens le savaient bien. Pour Sénèque, celui qui n'entraîne pas son esprit à supporter l'inconfort est condamné à se briser face à la vie. Parce que l'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le gymnase où le caractère est forgé. Mais personne ne te le dit clairement.
On te dit de suivre ta passion, de faire ce qui te rend heureux, de ne pas trop t'efforcer. Et toi, en silence, tu t'éteins chaque fois que l'inconfort frappe à ta porte. Tu as peur, tu recules, tu te distrais, et tu répètes le cycle sans te rendre compte que le prix à payer pour éviter l'inconfort est de rester une version faible de toi-même. Il n'y a pas de transformation sans friction. Point. Si tu veux reprogrammer ton esprit, tu dois le rééduquer, et cela implique de le déranger. Cela implique de changer les routines, de parler différemment, de bouger différemment, de t'entourer de nouvelles personnes, de déranger tes excuses, de défier tes limites. Et le plus important, c'est de maintenir cet inconfort jusqu'à ce qu'il devienne une partie de toi. Parce que oui, ce qui te fait mal aujourd'hui sera ta nouvelle zone de pouvoir demain. Mais seulement si tu le fais encore et encore, sans chercher de raccourcis, sans chercher de plaisir immédiat, sans chercher la sortie rapide. Au début, ça va faire mal. Tu voudras abandonner. Ton corps va résister, ton esprit va te saboter, et tout en toi va crier pour que tu reviennes à ce que tu connais. C'est normal. C'est l'ancienne programmation qui veut survivre. Mais si tu tiens bon, si tu traverses ce feu sans abandonner, quelque chose change. Ton seuil de résistance s'élargit. Ton esprit s'adapte. L'inconfort devient une partie de ta nature. Et alors ce qui était impensable avant devient le minimum acceptable pour toi. Fais ce qui est inconfortable jusqu'à ce que cela devienne naturel. Lève-toi quand tu n'as pas envie. Dis ce qui te coûte de dire. Affronte la conversation en suspens. Apprends ce que tu as toujours dit que tu ne pouvais pas. Sors de là où tu ne grandis pas. Arrête de faire ce qui t'éteint. Nourris-toi de ce qui t'élève. Regarde en face ce qui te fait le plus peur. Pas une fois. Tous les jours. Chaque fois que tu choisis le difficile plutôt que le confortable, tu reconstruis ton esprit. Tu programmes un nouveau système d'exploitation interne qui ne fonctionne plus avec la peur, mais avec le pouvoir. Parce que l'inconfort est le filtre qui sépare celui qui souhaite simplement changer de celui qui est prêt à payer le prix. Et c'est toi qui décides de quel côté tu veux être. 3. Protège ton énergie comme un gardien protège son temple. Ton énergie est comme une rivière. Elle naît en toi avec force, avec intention, avec but. Mais si tu ne prends pas soin de son cours, elle déborde. Elle se perd dans des flaques stagnantes, dans des terres sèches qui ne donnent rien en retour, dans des personnes qui ne s'aiment pas, qui consomment seulement. Et le pire, c'est que souvent tu ouvres toi-même les canaux pour que cette énergie se déverse là où elle ne devrait pas, par besoin d'approbation, par peur du conflit, par cette habitude inconsciente de vouloir être là pour tout le monde, même si cela te coûte d'être là pour toi. Nous avons tous une limite invisible. Quand nous la franchissons, quelque chose en nous commence à s'épuiser. Nous ne pensons plus clairement, nous ne ressentons plus avec intensité, nous n'agissons plus avec intention. Parce que nous sommes vides. Et être vide ne signifie pas toujours ne rien avoir. Parfois cela signifie avoir tout donné au mauvais endroit. Tu l'as donné à celui qui ne te respectait pas. Tu l'as investi dans des conversations qui t'épuisaient. Tu l'as offert dans des situations où tout ce que tu recevais était confusion, épuisement ou indifférence. Et tu ne t'en es pas rendu compte jusqu'à ce que tu sois déjà brisé de l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que le plus grand pouvoir réside dans ce que tu décides de ne pas faire. Ne pas réagir, ne pas répondre, ne pas investir ton énergie dans ce qui ne dépend pas de toi. Marc Aurèle le disait sans détour, si quelque chose n'est pas utile pour toi, éloigne-toi. Non pas par froideur, mais par sagesse, parce que chaque fois que tu donnes ton attention à ce qui ne la mérite pas, tu abandonnes ta mission. Et celui qui abandonne sa mission pour plaire aux autres finit par se perdre lui-même. L'énergie n'est pas infinie, c'est une ressource précieuse. Si tu n'apprends pas à la diriger avec intention, d'autres l'utiliseront pour toi, et ils le feront sans précaution. Ils t'utiliseront comme soupape de sécurité, comme béquille émotionnelle, comme conteneur de leur vide. Et si tu ne mets pas de limite, ils reviendront chaque fois qu'ils auront besoin de décharger ce qu'ils ne sont même pas prêts à traiter eux-mêmes.
Ce n'est pas ta responsabilité de guérir celui qui ne veut pas changer. Ce n'est pas ton devoir de porter ce qui ne te revient pas. Ton énergie est à toi. Ta paix aussi. Il est temps de faire un nettoyage brutal. Quelle personne, espace ou habitude draine ta force? À quoi dis-tu oui par peur de déranger? Où laisses-tu ta présence devenir quelque chose de commun, quelque chose que n'importe qui peut prendre sans rien rendre? Il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit d'être conscient. Parce que quand tu sais ce que tu vaux, tu ne t'exposes pas à n'importe quoi. Tu ne partages pas ton esprit avec n'importe qui. Tu n'ouvres pas ton cœur comme s'il n'avait pas de porte. Tu ne réponds pas à chaque message, tu n'acceptes pas chaque invitation, tu ne sauves pas celui qui ne veut pas sortir du puits. Si tu veux reprogrammer ton esprit, commence par récupérer ton énergie. Redirige-la vers ce qui t'élargit, vers le projet que tu continues de repousser, vers la conversation qui peut te libérer, vers l'entraînement qui te renforce, vers le silence qui t'ordonne de l'intérieur. Chaque fois que tu choisis où ne pas être, tu réaffirmes où tu veux être. Et cela change tout. Ton énergie n'est pas faite pour être dépensée, elle est faite pour être investie. Et celui qui te valorise vraiment ne te demande pas plus que ce que tu peux donner. Il t'encourage à être plus que ce que tu croyais possible. N'oublie pas ceci, si tu ne protèges pas ton énergie, personne d'autre ne le fera. 4. Utilise ta voix intérieure comme un bouclier, pas comme une punition. Si ton esprit était une pièce fermée et sombre, ta voix intérieure serait la seule lampe de poche qui éclaire le chemin. Mais beaucoup marchent avec cette lampe de poche cassée, éteinte ou pire encore, pointée vers leurs propres erreurs, comme si elles étaient des crimes impardonnables. Tu n'as pas besoin d'ennemis quand tu en as un en toi qui te parle comme si tu étais ta plus grande déception. Et le pire, c'est que tu le fais normalement, par habitude, comme si cette façon de te parler faisait partie de ton identité. Tu défends ceux que tu aimes avec des griffes, avec du feu, avec des mots qui guérissent. Si quelqu'un ose toucher une personne qui t'est chère, tu réagis avec force, avec clarté, avec courage. Tu ne le permets pas. Mais quand il s'agit de toi, tu es capable de te détruire avec une pensée, avec une phrase que personne d'autre n'entend, avec ce jugement silencieux que tu répètes tous les jours comme si c'était la vérité. Tu te traites de faible, de paresseux, d'insuffisant, de ridicule. Et tu le fais sans hésiter, sans pause, sans conscience, comme si tu méritais de te traiter ainsi. Le stoïcisme ne parle pas d'estime de soi à partir de l'ego. Il parle de respect de soi comme un devoir moral. Épictète disait qu'il n'est pas sage, celui qui se méprise à l'intérieur tout en feignant le calme à l'extérieur. Si tu veux reprogrammer ton esprit, tu ne peux pas continuer à te parler comme un ennemi. Tu dois te parler comme tu parles à quelqu'un que tu veux voir gagner. Pas avec des mots vides, mais avec des phrases qui poussent, qui soutiennent, qui te secouent quand tu es en train de tomber. Il ne s'agit pas de te mentir, il s'agit de te rappeler qui tu es sous le bruit, la fatigue, la peur. Ton dialogue interne est la base de ta réalité. Ce que tu te répètes devient une croyance. Ce que tu crois devient une émotion. Ce que tu ressens devient une action. Et ce que tu fais définit ta vie. C'est pourquoi il n'est pas un détail mineur comment tu te parles quand les choses ne vont pas bien, quand tu échoues, quand tu doutes. C'est là que l'on voit si tu entraînes un esprit fort ou si tu nourris un esprit qui se sabote. Te parler avec force ne signifie pas te parler doucement. Cela signifie être ferme, direct et en même temps compatissant. Tout ne se résout pas avec des caresses, mais pas non plus avec des punitions. L'équilibre est de te rappeler que tu peux plus, que tu n'es pas ton pire jour, que ce qui fait mal aujourd'hui te formera demain, que même si tu es tombé, tu es toujours en charge. Et cela, personne ne peut te l'enlever, à moins que tu ne le donnes. Se reprogrammer commence par le langage. Chaque mot que tu choisis est un ordre pour ton système nerveux. Si tu te dis que tu ne peux pas, ton corps se rétracte. Si tu te dis que tu es lent, tu te déplaceras avec insécurité. Si tu te répètes que tu échoues toujours, ton esprit cherchera des preuves pour le prouver. Mais si tu parles avec direction, avec intention, avec un mélange de réalité et de vision, tout change. Parce qu'alors tu ne réagis pas simplement, tu guides ton processus.
Ton esprit a besoin d'une voix qui ne renonce pas quand tout semble être contre toi. Cette voix doit être la tienne. Tu ne peux pas attendre que le monde te relève si tu n'es pas prêt à te relever avec des mots qui ont du poids. Parle-toi comme quelqu'un qui mérite le respect, non pas parce que tout lui réussit, mais parce qu'il fait le travail de se reconstruire avec vérité. Et c'est la chose la plus digne que puisse faire tout être humain. 5. Sois fidèle à ta parole même quand personne ne te regarde. Ta parole est comme une épée forgée à feu doux. Chaque fois que tu la respectes, tu l'aiguises. Chaque fois que tu la brises, elle rouille. Et même si personne d'autre ne l'entend, tu la portes à la main tous les jours. Parce que ce que tu dis que tu feras, même si tu le dis en silence, est une promesse que tu te fais à toi-même. Et si tu ne peux pas faire confiance à tes propres promesses, sur quelle base vas-tu construire ta vie? Il est facile d'être cohérent quand il y a des témoins, quand quelqu'un te regarde, quand il y a une reconnaissance en jeu. Mais c'est là que le caractère se forge, là où l'image est simplement maintenue. Le véritable entraînement est quand il n'y a pas de public, quand personne ne te demande rien, quand tu pourrais rester immobile et personne ne le remarquerait. Ce que tu fais dans ces moments définit qui tu es. Parce que l'être humain n'est pas ce qu'il semble être aux yeux des autres, c'est ce qu'il soutient quand personne ne le voit. L'esprit n'oublie pas quand tu manques à ta parole. Chaque excuse que tu inventes, chaque promesse que tu repousses, chaque intention que tu abandonnes, laisse une fissure dans ta confiance intérieure. Et peu importe combien tu sembles sûr de toi à l'extérieur, si à l'intérieur tu sais que tu ne tiens même pas tes promesses envers toi-même, alors tu construis sur un terrain instable. Le respect de soi naît de la cohérence. Et la cohérence se construit en étant fidèle, non seulement aux autres, mais surtout à soi-même. Les stoïciens étaient obsédés par l'intégrité. Marc Aurèle n'écrivait pas pour les autres, il écrivait pour se rappeler à lui-même ce qu'il devait soutenir. Il n'avait pas besoin d'une scène, il avait besoin de discipline. Parce que l'âme se renforce lorsque ton comportement reflète tes valeurs, même quand personne ne t'applaudit, même quand tout serait plus facile si tu abandonnais. C'est là que se forme le caractère invincible. Pas dans la motivation, mais dans la fidélité intérieure. Ta parole est loi, ou elle ne vaut rien. Si tu dis que tu vas t'entraîner, entraîne-toi. Si tu dis que tu vas changer une habitude, commence aujourd'hui. Si tu décides que tu vas arrêter de te justifier, tais-toi et fais ce que tu as dit. Tu n'as pas besoin de l'annoncer au monde, tu as besoin de le soutenir en toi. C'est la véritable force, être cohérent dans l'ombre, être discipliné en privé, être inébranlable dans l'invisible. Parce que quand cela devient naturel, alors l'extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Je ne te parle pas de rigidité, je te parle de respect, de te regarder dans les yeux dans le miroir et de savoir que tu ne te mens pas, que tu n'as pas besoin de promettre pour te sentir important, mais de décider en silence et de tenir en silence. Parce que celui qui maîtrise sa parole maîtrise son chemin. Et celui qui se trahit avec des excuses finit par devenir quelqu'un qui ne se prend même plus au sérieux. Tenir ta parole quand personne ne te regarde est l'un des actes les plus radicaux de pouvoir personnel. Parce que tu le fais par conviction, pas par pression. Tu le fais parce que tu sais que tu crées une identité solide, forte, fiable, et personne ne peut te l'enlever. Alors, à partir de maintenant, avant de parler, pense si tu es prêt à soutenir ce que tu dis. Et si tu le dis, tiens-le, non pas pour plaire, non pas pour prouver, mais pour rester ferme sur la seule base qui ne s'effondre pas avec le temps, la parole que tu t'es donnée à toi-même. 6. Ne confonds pas l'humilité avec le renoncement à soi-même. Certaines personnes vivent comme si elles portaient une cape invisible sur leurs épaules. Ce n'est pas une protection, c'est un piège. Cette cape est faite de phrases comme « Je ne suis pas si important ». Il vaut mieux que quelqu'un d'autre parle. Je ne veux pas me démarquer. Et chaque fois qu'ils la mettent, ils perdent de la force. Ce n'est pas l'humilité qui les retient, c'est la peur déguisée en vertu. C'est l'habitude de se minimiser pour ne pas déranger, de se baisser pour ne pas provoquer d'envie, de se taire par peur d'être jugé. Briller est devenu une menace.
Montrer ce que l'on sait, ce que l'on est, ce que l'on peut donner, est devenu synonyme d'arrogance. Alors beaucoup préfèrent se cacher. Non pas parce qu'ils n'ont pas de valeur, mais parce qu'ils ont appris à associer la valeur à la culpabilité. Ils préfèrent être gentils plutôt que fermes, invisibles plutôt que responsables, confortables plutôt qu'authentiques. Mais cette attitude n'est pas de la sagesse, c'est une reddition silencieuse. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui s'éteignent par peur de la critique. Il a besoin de personnes qui se montrent clairement, sans déguisement, sans excès, sans peur. Le stoïcisme n'a jamais parlé de se faire petit. Il a parlé de se connaître en profondeur, de ne pas agir par vanité, mais pas non plus par soumission. Sénèque affirmait que le respect de soi est la base de toute action noble. Et tu ne peux pas te respecter si tu vis en te cachant derrière une humilité qui ne sert qu'à justifier ton immobilité. La véritable humilité n'est pas le renoncement, c'est l'acceptation sereine de qui tu es et l'action à partir de là. Sans besoin de le crier, mais sans besoin de le cacher non plus. Chaque fois que tu choisis le silence par peur, tu laisses l'ancienne programmation gagner. Cette voix qui te dit « tu n'es pas assez », ne te montre pas, tu vas échouer. Continue de gouverner tes décisions. Et si tu ne lui fais pas face, elle continuera d'écrire ton histoire. Reprogrammer l'esprit signifie regarder cette voix en face et lui dire qu'elle ne commande plus. Cela signifie décider que tu ne vas plus demander la permission de participer, de parler, d'être. Non pas parce que tu crois que tu mérites tout, mais parce que tu sais que tu peux aussi contribuer, tu peux aussi construire, tu peux aussi diriger. Te montrer fermement n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de responsabilité. Ton énergie n'a pas été faite pour rester coincée dans le doute. Tes capacités ne sont pas là pour être enfermées par peur de déranger. Pendant que tu continues à évaluer si tu es prêt, d'autres, avec moins de talent et plus de décision, avancent sans demander d'approbation. Non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ne se sabotent pas au nom d'une humilité mal comprise. Le respect se gagne d'abord avec toi-même. Et cela implique de parler quand tu as quelque chose à dire, d'agir quand tu sais que tu peux avoir un impact, de prendre la place qui te revient sans demander pardon pour exister. Être visible ne te rend pas arrogant. Ça fait de toi quelqu'un qui ne veut plus vivre recroquevillé. Parce que celui qui se réduit pour que les autres brillent plus confortablement finit par oublier à quoi ressemble sa propre lumière. La prochaine fois que tu te surprends à douter si tu dois avancer, te montrer, exprimer ta vérité ou assumer un rôle qui défie ton ancienne identité, rappelle-toi ceci. Ce que tu appelles maintenant humilité est peut-être juste de la peur avec une jolie étiquette. Et ton potentiel mérite quelque chose de plus honnête que ça. 7. Forge ton caractère à chaque coup, pas dans le confort. La douleur n'arrive pas pour te détruire, elle arrive pour te montrer ce que tu ne maîtrises pas encore. Chaque coup est un signal, pas une punition. Un test qui révèle si ton esprit est prêt à résister ou s'il réagit encore comme quelqu'un qui n'a pas assez entraîné. Parce que dans la vie, on ne contrôle pas tout, mais on choisit comment on y fait face. Et celui qui n'apprend pas de ses chutes est condamné à les répéter. Les coups ne sont pas évités, ils sont utilisés. La différence entre celui qui se brise et celui qui se renforce réside dans ce qu'il fait avec la douleur. Certains abandonnent, se victimisent, blâment le monde, se renferment. D'autres ajustent leur respiration, serrent les dents et prennent le coup comme partie du processus. Ils ne le nient pas, ils ne l'exagèrent pas, ils l'intègrent. Ils en font partie de leur entraînement mental et émotionnel. Et chaque fois qu'ils le font, quelque chose en eux devient plus résistant, plus lucide, plus imparable. Le stoïcisme ne romantise pas la souffrance, il la met à sa place. Épictète, qui fut esclave puis maître, n'a pas demandé une vie facile, il a demandé la force de faire face à la difficulté, parce qu'il comprenait que les coups ne peuvent pas être évités, mais on peut décider quelle signification leur donner. Un coup n'est pas un échec si tu l'utilises pour grandir. Un coup n'est pas une défaite si cela te force à regarder ce que tu avais ignoré. Un coup n'est pas une perte si cela te restructure de l'intérieur.
La plupart veulent avancer sans être dérangés. Mais avancer vraiment implique de traverser des moments qui font mal, qui brisent les routines, qui secouent les croyances. Si chaque fois que la vie te secoue, tu te brises, tu ne grandis pas, tu survis. Et vivre en mode survie n'est pas vivre, c'est résister sans but. C'est pourquoi le vrai changement commence lorsque tu arrêtes de te demander pourquoi cela m'est-il arrivé et que tu commences à te demander qu'est-ce que cela m'enseigne que je ne veux pas encore voir. Chaque obstacle apporte une leçon. Le rejet t'apprend à te valider sans dépendre des autres. La perte t'apprend à lâcher prise sans te briser. La trahison t'apprend à poser des limites sans durcir le cœur. L'échec t'oblige à revoir ta stratégie, ton approche, ton engagement. Tout est utile si tu sais le lire. Tout s'additionne si tu choisis de l'utiliser. Mais pour cela, il faut une discipline mentale, pas seulement des émotions fortes. Il faut du calme au milieu de l'impact, de la clarté quand tout tremble, de la fermeté au milieu du chaos. Transformer les coups en entraînement est une pratique quotidienne. Il ne s'agit pas de résister à tout en serrant les dents, il s'agit d'utiliser chaque impact comme une répétition supplémentaire dans la salle de sport du caractère. Tout comme le muscle se renforce avec la tension et la résistance, l'esprit se renforce avec la difficulté soutenue. Chaque expérience inconfortable que tu choisis d'affronter consciemment devient une pièce supplémentaire de ton armure interne. Tu n'es pas sur ce chemin pour qu'on t'applaudisse, tu es là pour te maîtriser. Et te maîtriser implique de savoir recevoir les coups sans te retourner contre toi-même, sans te noyer dans le ressentiment, sans te paralyser par ce qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. La vie te forme, elle ne te punit pas. La douleur n'est pas une erreur du système, elle fait partie de la méthode. Alors, la prochaine fois que tu sens que tout te frappe, ne cherche pas la protection. Cherche le but. Demande-toi quelle version de toi a besoin de sortir, quelle partie de ton caractère est en train d'être forgée, quelle décision tu es prêt à prendre. Parce que quand tu utilises le coup comme entraînement, tu n'as plus besoin de chance, tu as besoin de concentration. Et avec ça, rien ni personne ne peut t'arrêter. 8. Agis comme celui qui a déjà décidé de se transformer. Celui qui attend le moment parfait ne commence jamais. Celui qui doute éternellement reste sur la même rive. La transformation n'arrive pas avec le temps, elle arrive avec la décision. Ce n'est pas un processus lent et passif, c'est un choix ferme, conscient, soutenu. Et ce choix se fait en silence, sans témoin, sans cérémonie. Il se fait lorsque tu arrêtes de parler de changement et commences à les incarner. Lorsque tu passes de la réflexion sur comment serait ta vie différente à la construction de celle-ci avec tes actes, sans permission, sans report. Le monde est plein de personnes qui veulent changer, mais très peu sont prêtes à agir comme si elles l'avaient déjà fait. Et c'est là la clé. Parce que ton esprit, ton corps, ton environnement répondent à ce que tu fais, pas à ce que tu rêves. Si tu continues à agir comme la version que tu essaies de laisser derrière toi, tu ne deviendras jamais quelqu'un de nouveau. Pour te reprogrammer, tu as d'abord besoin de bouger comme si tu l'avais déjà accompli, même si tu ne le sens pas, même si tu n'as pas de résultat, même si tout en toi crie que tu n'es pas prêt. Marc Aurèle ne s'asseyait pas à attendre l'inspiration. Il écrivait tous les jours des rappels pour ne pas se trahir, pour agir avec vertu, pour rester ferme. Parce qu'il savait qu'il n'y a pas de transformation sans action. Il ne suffit pas de comprendre ce qui ne va pas, tu dois le remplacer par ce qui fonctionne. Et cela ne se fait pas en théorie, cela se fait en marchant, en disant non quand avant tu disais oui, en persistant quand avant tu abandonnais, en corrigeant sans te justifier, en étant discipliné quand personne ne t'y oblige. C'est le signe que tu as déjà décidé de changer. Se transformer n'est pas un événement, c'est une identité qui se construit avec 1000 micro-décisions quotidiennes. Et tu sais lesquelles sont. Tu sais quand tu te trahis. Tu sais quand tu reviens à ce qui est confortable, à ce que tu connais déjà, à ce qui te fait couler. Et tu sais aussi quand quelque chose en toi veut faire un pas différent. Mais tu le freines par peur, par doute,
par cette vieille voix que tu n'as pas encore fait taire. Il ne s'agit plus de comprendre, il s'agit d'agir, de décider que ta parole a du poids, de soutenir le changement, même si ça fait mal, de ne pas revenir en arrière juste parce que le chemin est devenu exigeant. Ce n'est pas un message pour te motiver un moment, c'est un appel à l'action pour que tu deviennes quelqu'un qui n'a pas besoin de rappel. Quelqu'un qui ne dépend pas de l'humeur pour faire ce qu'il a à faire. Quelqu'un qui devient un exemple en silence, non par ego mais par responsabilité, parce que la vie que tu désires ne va pas se construire toute seule. Parce que ce que tu aspires à être attend que tu le deviennes, non que tu y penses, non que tu le visualises, mais que tu l'exécutes jour après jour, même si personne ne le voit, même si personne ne t'applaudit. Agis comme celui qui ne négocie plus avec ses excuses, comme celui qui a déjà brûlé le pont vers ce qu'il était, comme celui qui comprend que la discipline n'est pas une punition, c'est du respect, comme celui qui ne se contente pas de survivre parce qu'il sait qu'il est venu pour plus. Chaque pas que tu fais avec cette mentalité est une déclaration. Je ne reviens pas en arrière, je ne m'abandonne pas, je ne me réduis pas. Je suis en processus, mais je n'ai plus de marche arrière. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu le sais déjà. Tu n'as pas besoin d'un signe, tu n'as pas besoin d'une autre théorie, tu as besoin de décision. Et cette décision commence maintenant. Pas demain, pas quand tout sera clair. Maintenant. Parce que la personne qui se transforme vraiment ne le crie pas, elle le démontre. Chaque matin est comme une porte blindée. Tu peux la franchir avec la clé de l'objectif ou rester à la frapper avec des excuses. Le réveil n'est pas un geste automatique, c'est une décision stratégique. Car la première minute après avoir ouvert les yeux définit si tu vas prendre le contrôle ou vivre à genoux devant le chaos. Et cela, même si ça fait mal de l'admettre, c'est ta responsabilité. La plupart se traînent hors du lit comme si la journée leur appartenait de droit. Mais non. La journée est un champ de bataille et elle n'est pas remise à celui qui arrive somnolent, mais à celui qui arrive avec du feu. Si tu te réveilles distrait, en courant, avec l'esprit en pilote automatique, tu as déjà commencé à perdre. Parce que tu n'entres pas dans la journée, tu fuis celle-ci. Les stoïciens ne croyaient pas à laisser le début de la journée à la chance. Marc Aurèle s'asseyait avec lui-même à l'aube, non pas pour se motiver, mais pour se rappeler qui il devait être. Parce que le monde ne va pas t'attendre, ni te demander si tu es prêt. C'est pourquoi dominer ta journée ne commence pas avec un agenda ou de belles affirmations, mais avec un acte d'autorité intérieure, avec un esprit qui prend les commandes et un corps qui répond. Cette vidéo n'est pas un guide pour des matins productifs pour te faire sentir bien. C'est un électrochoc, un appel à se réveiller avec force, avec direction et avec intention. Tu vas recevoir 8 leçons nées du stoïcisme, mais pas de la théorie, de la pratique réelle. Pour qu'à partir du moment où tu ouvres les yeux, tu sois celui qui impose le rythme et non celui qui suit celui des autres. Parce que celui qui ne domine pas son matin a déjà perdu la bataille la plus importante de la journée, la bataille contre soi-même. Et si tu n'es pas prêt à combattre cette guerre dès la première minute, n'espère pas conquérir quoi que ce soit au-delà. 1. Ouvre les yeux sur le silence, pas sur le bruit. Se réveiller est comme émerger des profondeurs d'un océan. Tu es à la surface, mais le monde te crie déjà de tous les côtés. Notifications, tâches en attente, exigences, préoccupations. Et juste au moment où tu as le plus besoin de respirer calmement, tout veut t'entraîner dans le tourbillon. Mais si tu ne prends pas le contrôle dans ces premières minutes, tu perds la journée avant même de la commencer. C'est pourquoi ouvrir les yeux doit être un acte de silence, de pause, de pouvoir. Le monde moderne a normalisé le bruit comme s'il était synonyme de vie. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une distraction déguisée en urgence. Quand tu ouvres les yeux et que la première chose que tu fais est de prendre ton téléphone portable, tu as déjà donné ton attention, ton énergie et ton esprit au monde extérieur. Tu commences à vivre en fonction de ce que les autres disent, font ou attendent. Et où restes-tu? Où est ton centre, ta direction, ton but? Le stoïcisme enseigne que nous devons commencer la journée comme des soldats en garde, pas comme des touristes.
Marc Aurèle ne se levait pas en pensant à ce qu'il devait répondre, mais à ce qu'il devait se rappeler, qui il était, ce qu'il contrôlait et comment il devait agir. Parce que si tu ne te rappelles pas de toi-même dès le début, le monde t'imposera une identité, une qui ne t'appartient pas mais que tu finiras par porter comme si elle était la tienne. Commencer la journée en silence est plus qu'une suggestion, c'est une stratégie. Elle te permet d'observer ton esprit sans filtre, d'écouter ton corps sans pression et de te connecter à l'essentiel avant que tout le superflu ne commence à crier. Dans ce silence, tu peux décider comment tu veux répondre à la journée. Tu peux vérifier ta respiration, sentir tes émotions, remarquer si de l'anxiété s'est accumulée ou simplement te donner la permission d'être avec toi sans stimuli. Il ne s'agit pas de faire de la méditation obligatoire ou de construire un rituel spirituel complexe. Il s'agit d'avoir le courage de ne pas réagir, de ne pas céder à l'impulsion de courir après le monde dès que tu ouvres les yeux. Parce que lorsque tu commences la journée en réagissant, tu deviens un esclave. Mais quand tu la commences en observant, en prenant une respiration, en dirigeant ton attention vers l'intérieur, tu deviens le maître de toi-même. Le silence au réveil n'est pas un vide, c'est du pouvoir concentré. C'est l'espace où les décisions sont affûtées, où le calme est retrouvé et où la graine de la clarté est plantée. Tu n'as pas besoin d'une demi-heure. Parfois, 3 minutes les yeux fermés, à respirer profondément, à sentir le poids de ton corps et à te poser une question simple mais brutalement honnête suffisent. Qui décide d'être aujourd'hui? Fais du silence ton premier acte de rébellion. Parce qu'à l'extérieur, on va exiger que tu sois disponible, informé, à jour et connecté. Mais ici, à l'intérieur de ton esprit, tu as le droit et la responsabilité d'être présent. C'est la seule façon de commencer la journée avec force, avec direction, avec la trempe nécessaire pour affronter ce qui vient, sans trembler à l'intérieur. Ne te trompe pas. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la base de l'autocontrôle. Et l'autocontrôle est ce qui distingue ceux qui vivent en réaction de ceux qui vivent avec un but. Alors, la prochaine fois que tu ouvres les yeux, ne te précipite pas vers le bruit. Reste là, respire, sens, écoute. Rappelle-toi que la journée n'a pas encore commencé, mais toi, tu es déjà réveillé. 2. Habite ton corps avant d'habiter la journée. Se réveiller est comme revenir à la maison après un long voyage. Tu ouvres la porte et tout est à sa place, mais ça te semble étranger, distant. C'est ce qui se passe avec ton corps chaque matin. Tu es là, mais tu n'es pas vraiment là. L'esprit court en avant, pris dans ce qui vient, tandis que le corps reste en arrière, ignoré, transformé en une machine qui doit seulement obéir. Mais si tu n'habites pas ton corps dès le début, tu vivras toute la journée déconnecté, comme si tu n'étais qu'une ombre poursuivant des responsabilités. Le corps est ton premier territoire. Tu ne peux rien maîtriser là-bas si tu n'es pas capable de te sentir propriétaire de ce que tu habites à l'intérieur. Et cela commence dès que tu ouvres les yeux. Pas pour courir ni pour penser, mais pour revenir à toi. Étire tes bras, ressens la gravité, bouge les muscles avec intention. Remarque s'il y a de la tension, de la rigidité ou de l'inconfort. Tout cela parle. Tout cela dit comment tu es vraiment, au-delà de ce que ton esprit veut inventer. Le stoïcisme n'était pas seulement une philosophie de l'esprit, c'était une discipline du corps. Épictète disait qu'on ne peut pas séparer la raison de l'action, et le corps est la première forme d'action. Si tu te réveilles et que la première chose que tu fais est d'ignorer tes sensations, tu nies ton outil le plus puissant, ta présence physique, parce qu'il n'y a pas de clarté mentale possible si le corps reste endormi ou chargé de stress non traité. Habiter le corps ne signifie pas tomber dans des rituels inutiles. Cela signifie être, respirer profondément, sentir les pieds sur le sol, marcher à la salle de bain comme si chaque pas était une affirmation que tu es vivant et prêt. Cela signifie rompre avec l'idée que l'esprit passe en premier et que le corps obéit simplement. Parce que c'est l'inverse. Si le corps n'est pas présent, l'esprit se disperse. Si le corps n'est pas ferme, la volonté se fragmente.
Il y a ceux qui vivent toute la journée avec de la douleur, de la tension, de la fatigue, et ne le remarquent même pas parce que leur attention est capturée par des stimuli étrangers. Ne sois pas l'un d'eux. La maîtrise de la journée commence par la maîtrise du corps. Il ne s'agit pas de perfection, mais de connexion. Cette connexion te redonne de la force, de la concentration et une conscience qui te permet d'agir avec plus de précision. Beaucoup cherchent le contrôle dans l'agenda, dans les habitudes ou dans les résultats, mais ils négligent l'essentiel. Comment vas-tu maîtriser une entreprise, une relation ou un objectif si tu ne peux pas maîtriser ta respiration, ta posture ou ton énergie au réveil? Il n'y a pas d'excuse. Tu n'as pas besoin d'argent, ni de plus de temps, ni de plus de motivation. Tu as juste besoin de volonté pour être présent dans l'essentiel. Quand tu habites ton corps dès le début, quelque chose change. Ton esprit s'aligne, tes décisions deviennent plus fermes et ta présence se fait sentir. Tu n'es plus quelqu'un qui va voir ce qui se passe. Tu es quelqu'un qui marche avec intention, qui bouge avec clarté et qui affronte la journée à partir d'une base solide. C'est une présence réelle, c'est du pouvoir. Fais du réveil un retour à la maison. Ne te lance pas dans le monde sans d'abord regarder à l'intérieur. Sens ton dos, ta poitrine, ton estomac, ton cou. Respire comme si l'air était une armure invisible qui te prépare à ce qui vient. Le corps n'est pas un accessoire, c'est ton véhicule, ta base, ton temple. Habite-le avant que la journée ne t'entraîne loin de toi. 3. Déclare ton but comme celui qui forge son destin. Une journée sans but est comme un bateau sans gouvernail. Tu peux avoir un moteur, de la vitesse et une mer ouverte, mais tu es à la dérive. Tu peux bouger beaucoup et ne pas arriver nulle part. Tu peux finir fatigué sans avoir fait quelque chose qui compte vraiment. C'est pourquoi le premier acte conscient, en se réveillant, doit être une déclaration interne. Pas à grands cris, ni avec des discours vides. Une déclaration ferme, silencieuse et puissante. Aujourd'hui, tu ne vas pas vivre par inertie. Aujourd'hui, tu vas vivre avec intention. Déclare ton but comme celui qui forge son destin, pas comme celui qui attend que le destin lui dise quoi faire. Le stoïcisme ne croit ni en la chance, ni en les excuses. Il croit en la clarté, dans l'action guidée par des principes. Marc Aurèle écrivait chaque matin des rappels pour lui-même, non pas parce qu'il doutait de qui il était, mais parce qu'il savait que l'esprit est fragile et que le monde est bruyant. Sans rappel, tu avales le chaos. Sans but, tu es emporté par le courant. Le but n'a pas besoin d'être une phrase parfaite ou un objectif gigantesque. Parfois, il suffit de quelque chose de direct et d'honnête. Aujourd'hui, je vais agir avec courage. Aujourd'hui, je ne vais pas me laisser emporter par l'anxiété. Aujourd'hui, je vais avancer même si c'est difficile. Cette clarté n'est pas de la poésie, c'est une direction. Quand l'esprit sait où il va, le corps obéit avec plus de fermeté. La volonté s'active, les excuses se réduisent. Beaucoup attendent de se sentir bien pour commencer. Ils attendent d'avoir envie, d'avoir de l'énergie ou de l'inspiration. Mais c'est l'erreur. Le but ne naît pas de l'humeur, il naît de l'engagement. D'avoir clair pourquoi tu fais ce que tu fais, même quand tu n'as pas envie. Parce que tu n'es pas ici pour survivre chaque jour. Tu es ici pour construire quelque chose de plus grand que tes émotions momentanées. Déclare ton but comme s'il s'agissait d'un contrat avec toi-même. Il ne s'agit pas qu'il soit public ou que les autres l'applaudissent. Il s'agit que tu saches pourquoi tu es éveillé. Et que lorsque les distractions, les pressions et les pensées poubelles commencent, tu es une base solide qui te rappelle ta direction. Sans cela, chaque stimulus te déviera, chaque critique te freinera, chaque obstacle te confondra. Le but agit comme un filtre. Il t'aide à différencier l'important de l'urgent, le réel du superficiel. Si tu commences la journée avec cette clarté, tout ce que tu fais après aura plus de poids. Tes décisions seront plus solides, tes conversations plus conscientes, ton focus plus stable. Et c'est ce dont tu as besoin pour dominer la journée, pas seulement pour la compléter. Il n'est pas nécessaire que tu t'assoies 1 heure à penser. Il suffit de t'arrêter un moment au réveil et de te répondre avec une brutalité honnête. Pourquoi suis-je en vie aujourd'hui? Quelle attitude veux-je incarner? Quelle partie de moi a besoin d'avancer, de se renforcer ou de se corriger? Ne le dis pas juste pour le dire.
Ressens les mots, fais-les partie de toi. Parce que chaque jour peut être une extension du précédent ou un nouveau chapitre que tu écris avec intention. La différence est de le déclarer ou non. Les gens qui accomplissent de grandes choses ne commencent pas la journée en attendant qu'un élément externe leur donne une direction. Ils commencent avec une boussole interne, avec un feu allumé de l'intérieur. Et tu peux faire la même chose, parce qu'il ne s'agit pas de tout contrôler. Il s'agit de te contrôler toi-même. Et cela commence en déclarant qui tu vas être aujourd'hui, au-delà de ce que le monde te jette dessus. 4. Enregistre ta mission sur papier, rends-la tangible. Commencer la journée sans écrire ta direction est comme partir en voyage sans carte ni boussole. Tu peux savoir plus ou moins où tu veux aller, mais il suffit d'un mauvais virage ou d'une distraction pour te perdre. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il n'a pas de guide concret au réveil. C'est pourquoi écrire ta mission sur papier n'est pas un luxe ni une vieille habitude, c'est un outil essentiel. C'est mettre par écrit le cap que tu décides de prendre, même si le reste de la journée essaie de te pousser dans une autre direction. Les pensées, aussi claires qu'elles puissent paraître au réveil, se dissipent rapidement au milieu du bruit. Ce qui dans le lit était conviction, dans la cuisine est déjà devenu doute, et avant midi se transforme en oubli. L'écriture arrête ce processus. Elle agit comme une encre. Quand tu écris, tu laisses une trace. Tu prends l'invisible et tu le transformes en forme, en preuve, en engagement. Les stoïciens le savaient et le pratiquaient. Marc Aurèle s'écrivait à lui-même comme une façon de fixer son caractère avant que la journée ne commence à l'éroder. Il n'écrivait pas pour se motiver, mais pour ne pas oublier l'essentiel. Parce que le monde ne demande pas si tu es concentré. Le monde te lance simplement des stimuli. Et si tu n'as pas une intention écrite, chaque stimulus peut devenir une distraction. Tu n'as pas besoin de rédiger un manifeste quotidien. Tu as juste besoin de répondre clairement. Quelle attitude choisis-je aujourd'hui? Quelle partie de moi a besoin de se renforcer? Quelle valeur ne suis-je pas prêt à négocier? En l'écrivant, tu rends l'intention réelle, tu donnes une structure à la volonté. Et même si cela semble être un petit geste, il a un impact profond, car il établit une base solide à partir de laquelle agir. Il y a ceux qui disent qu'ils ont tout clair dans leur esprit. Mais l'esprit est comme le vent, il change de direction avec n'importe quelle pression. En revanche, le papier reste. Tu peux le voir, tu peux le lire quand tu en as besoin. Tu peux le confronter quand tu commences à retomber dans la routine. Et cela, au milieu du chaos quotidien, est un avantage stratégique. Noter ta mission est plus qu'un rappel. C'est un acte d'identité. C'est te dire à toi-même, c'est ce qui compte, c'est ce que je vais faire. Et je ne vais pas négocier avec l'impulsion ou la fatigue. Cette clarté te renforce de l'intérieur. Elle te prépare. Parce que tu ne laisses pas la vie décider pour toi. Tu prends l'initiative. Souvent, le problème n'est pas le manque d'intention, mais le manque de forme. L'esprit est chargé d'idées qui ne se concrétisent pas parce qu'elles ne sont pas organisées. Écrire ne fait pas seulement de l'ordre, cela t'oblige aussi à être honnête. Cela te fait voir si tu répètes toujours la même chose ou si tu es vraiment prêt à vivre différemment. Et cette honnêteté est inconfortable, mais nécessaire. Fais de cette habitude un pilier. Ne la laisse pas pour quand tu as du temps. Ne la transforme pas en une option. Lève-toi, assieds-toi quelques minutes et écris. Ça peut être une phrase, un engagement, une question. L'important est que ce soit le tien et qu'il reflète ce que tu es vraiment prêt à soutenir avec tes actions. Parce que l'écrire est la première étape, le vivre est le véritable défi. Mais sans ce premier pas, tout le reste devient improvisation. Commence par le rendre clair sur papier, que chaque jour est une intention visible, que ton énergie ne se dilue pas parce que tu as oublié pourquoi tu es venu, et que, en relisant tes propres mots, tu te reconnaisses. Non pas comme celui qui écrit simplement, mais comme celui qui dirige sa vie avec fermeté. 5. Ne réagis pas. D'abord, rappelle-toi qui tu es. Une étincelle peut allumer un feu si elle tombe sur des feuilles sèches. C'est ainsi que fonctionnent les matins pour ceux qui n'ont pas renforcé leur esprit avant d'entrer en contact avec le monde.
Un mot mal dit, un message inattendu ou une petite frustration peut déclencher une réaction disproportionnée. Non pas parce que le problème est grand, mais parce qu'on n'a pas encore pris position. C'est pourquoi, avant de réagir, tu dois te rappeler qui tu es. Parce que si tu ne le fais pas, l'émotion du moment le fera. Et crois-moi, tu n'aimeras pas ce que tu vas voir. Le stoïcisme ne cherche pas à supprimer les émotions, il cherche à les éduquer. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de répondre à partir de la conscience, pas de l'impulsion. Les premières minutes de la journée sont comme un sol fertile. Ce que tu y plantes va se propager. Si tu plantes de l'anxiété, tu récolteras le chaos. Si tu plantes le calme, tu construiras la clarté. Mais si tu ne plantes rien, l'environnement le fera pour toi. La plupart des gens se réveillent et se précipitent immédiatement pour réagir. Au message, au courrier, à la conversation en attente, aux problèmes non résolus. Et en moins d'une demi-heure, ils sont déjà tendus, agacés, irritables. Non pas parce que la journée a été difficile, mais parce que leur esprit était faible dès le départ. Si tu ne prends pas le contrôle de ton attention, n'importe quoi le fera. Et si tu ne décides pas de ton attitude, n'importe qui pourra la manipuler. Réagir automatiquement, c'est vivre sans contrôle. C'est laisser l'extérieur déterminer l'intérieur. Mais tu n'es pas venu au monde pour être un reflet des autres. Tu es venu pour être celui qui maintient le caractère au milieu du bruit. Et pour cela, avant de répondre à quelqu'un, tu dois te répondre à toi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je défends? Qu'est-ce que je suis prêt à tolérer et qu'est-ce que je ne suis pas? Sans ces réponses claires, tu deviens une cible facile pour toute provocation. Marc Aurèle disait que nous ne pouvons pas contrôler les événements, mais bien notre opinion sur eux. Et c'est cela qui détermine comment nous agissons. Si chaque fois que quelque chose te dérange, tu sautes, tu t'énerves ou tu te justifies, alors tu n'es pas aux commandes. Tu ne fais que répéter un schéma, et personne qui répète sans conscience ne peut diriger sa vie. Au réveil, tu n'as pas à devenir une pierre, mais tu as besoin de poser une base solide avant que l'environnement ne te secoue. Respire, observe ce que tu ressens. S'il y a de l'inconfort, regarde-le. S'il y a du bruit mental, ne le nourris pas. Rappelle-toi simplement, tu n'es pas cette émotion passagère, tu es celui qui choisit quoi faire avec elle. Cette distance, cet espace entre le stimulus et ta réponse, c'est ton pouvoir. C'est là que se construit le caractère. Tu ne pourras pas toujours éviter les situations difficiles, mais tu peux éviter de te perdre en elles. Ne réagis pas sans conscience, ne parle pas sans réfléchir, ne réponds pas seulement par impulsion. Apprends à t'arrêter quelques secondes, à te donner de l'espace, à t'affirmer avant d'agir. Parce que celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise sa vie. Et celui qui se laisse emporter par chaque impulsion, tôt ou tard, finit par dire et faire des choses qui ne représentent pas ce qu'il est vraiment. Fais-en une pratique quotidienne. Chaque matin, avant d'entrer dans le rythme de la journée, rappelle-toi ce que tu n'es pas prêt à perdre. Ton centre, ta direction, ton essence, et que cette clarté t'accompagne dans chaque conversation, chaque décision, chaque défi. Non pas pour que tu sois parfait, mais pour que tu ne te perdes pas. Parce que le monde va te pousser, va te tester, va vouloir te faire réagir. Mais si tu es à ta place, si tu te rappelles qui tu es, rien ni personne ne pourra te sortir de toi. 6. Que ta bouche ne devance pas ta conscience. Parler sans réfléchir, c'est comme tirer une flèche les yeux fermés. Tu peux réussir, mais tu peux aussi blesser, te tromper ou regretter. Chaque matin, ton esprit a besoin de quelques secondes pour s'aligner avec ta conscience, mais ta bouche est souvent prête avant. Et si tu n'es pas vigilant, tu peux commencer la journée en créant des conflits inutiles, en laissant échapper des mots qui ne représentent pas ce que tu veux vraiment dire. Alors, avant de parler, arrête-toi. Pense, connecte. Que ta bouche ne court pas plus vite que ta conscience. Les mots sont des outils puissants. Ils peuvent construire ou ils peuvent détruire. Les stoïciens le savaient et le pratiquaient fermement. Sénèque disait que ce que nous disons révèle ce que nous sommes, et que celui qui parle beaucoup sans mesurer ses mots perd autorité sur lui-même. Il ne s'agit pas de parler peu, il s'agit de parler avec poids. Et pour cela, tu as besoin de discipline, de présence et de maîtrise.
Le matin, lorsque le corps se réveille et que l'esprit n'est pas encore tout à fait stable, il est facile de se laisser emporter par l'irritation, l'impatience ou la routine. Une réponse tranchante, un commentaire inutile, une plainte lancée sans filtre. Ce sont des détails mineurs qui semblent inoffensifs, mais qui créent une atmosphère négative autour de toi. Sans t'en rendre compte, tu peux saboter ta journée avec une seule phrase mal dite au début. La maîtrise de la journée n'est pas seulement interne, elle se reflète aussi dans la façon dont tu communiques avec les autres. Parler impulsivement, c'est permettre à ton état émotionnel de se filtrer sans contrôle. Et un esprit qui se respecte ne permet pas à la bouche d'être un canal de réaction. La bouche doit être un reflet du caractère, pas du désordre. Et cela s'entraîne. Chaque matin est une occasion d'exercer ce contrôle de soi. Avant de dire quelque chose, évalue si c'est nécessaire, si c'est utile, si c'est en accord avec ton but. Tu n'as pas besoin d'être froid, mais tu as besoin d'être conscient. Parce que celui qui lance des mots sans filtre doit ensuite ramasser des conséquences qu'il aurait pu éviter. Et souvent, cette usure émotionnelle te fait perdre la concentration que tu avais construite au réveil. La conscience n'est pas seulement savoir ce que tu penses. C'est savoir quand parler, comment le dire, et si cela vaut la peine de le dire. Et cela demande une pause. Une seconde de silence peut épargner des heures de tension. Un geste de retenue peut protéger ton énergie pour ce qui compte vraiment. Tu n'es pas ici pour réagir à tout ce qui se passe autour de toi. Tu es là pour répondre avec clarté, avec direction et avec force intérieure. Parle quand tes mots seront plus forts que le silence. Parle quand ce que tu dis construit quelque chose, même avec fermeté. Ne te tais pas par peur, mais ne parle pas non plus par impulsion. Trouve le juste milieu où la parole devient une action consciente et non un gaspillage d'énergie. C'est ce que fait celui qui maîtrise sa journée de l'intérieur. Pratique-le dès le matin. Observe tes conversations au réveil. Parles-tu juste pour parler? Te plains-tu sans t'en rendre compte? Traînes-tu des pensées négatives sous forme de mots? Si c'est le cas, arrête-toi, respire, redirige-toi. Le premier dialogue de la journée doit être avec soi-même et ensuite avec les autres, à partir de cet état de fermeté. Ne laisse pas ta bouche tirer ce que ton esprit n'a pas encore calibré. Parce que chaque mot est une décision, et si tu veux vivre avec puissance, tu dois décider ce qui sort de toi avec la même force que tu décides ce qui entre. Fais de ton langage un reflet de ta conscience. Que ce que tu dis au début de la journée soit digne de celui que tu as décidé d'être. 7. Nourris ton corps comme celui qui honore la vie. Le corps est comme un temple qui décide chaque jour s'il sera renforcé ou profané. Et ce que tu lui donnes au réveil n'est pas seulement de la nourriture, c'est un message. Chaque bouchée, chaque gorgée, chaque décision alimentaire dit quelque chose sur le respect que tu as pour toi-même. Il ne s'agit pas seulement de santé physique, il s'agit d'attitude, de discipline, d'identité. Car celui qui commence la journée en intoxiquant son corps, avec la première chose qu'il trouve, envoie déjà un signal clair. Je ne me soucie pas assez de moi pour prendre soin de mon véhicule le plus précieux. Les stoïciens valorisaient le corps non pas par vanité, mais par fonctionnalité. Un corps fort, clair, équilibré permet de penser plus clairement, d'agir avec plus de fermeté et de soutenir les émotions sans se briser. Mais un corps saturé, enflammé, plein d'excès, te rend lent, irritable, dispersé. C'est pourquoi l'alimentation n'est pas seulement un acte biologique, c'est un choix quotidien qui définit la qualité avec laquelle tu vas vivre ta journée. Chaque matin est une occasion de t'envoyer un message clair. Je suis présent, je suis engagé, je suis en contrôle. Il ne s'agit pas de suivre des régimes extrêmes, ni de vivre dans la peur des aliments. Il s'agit de conscience, de savoir ce qui te nourrit et ce qui t'éteint. De reconnaître quand tu manges par faim réelle et quand tu le fais par anxiété, habitude ou vide émotionnel. Beaucoup de gens commencent la journée en courant, sans temps, et la première chose qu'ils mettent dans leur corps est du sucre, de la caféine, des farines sans sens. Non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir.
Et cela devient une routine qui érode lentement l'énergie, la concentration, le bien-être. Parce que si tu commences la journée en saturant ton système, ne te plains pas ensuite si ton esprit ne répond pas, si ton humeur se décompose ou si tu te sens déconnecté sans savoir pourquoi. Honorer le corps dès le petit déjeuner n'est pas un acte esthétique, c'est une décision de pouvoir. Cela signifie regarder ce que tu manges avec respect, choisir ce qui te renforce, même si ce n'est pas toujours le plus confortable. Te préparer quelque chose avec intention, même si c'est simple. Manger lentement, mâcher avec présence, remercier pour la nourriture comme celui qui comprend que ce n'est pas un droit garanti, mais un privilège qui doit être utilisé avec sagesse. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, mais il faut être conscient. Chaque jour, tu peux choisir mieux. Chaque matin, tu peux renforcer le lien avec ton corps, le traiter comme un allié, non pas comme un ennemi que tu punis ou ignores. Parce que le corps n'oublie pas ce que tu fais avec lui, et tôt ou tard, il te présentera la facture. Bien manger n'est pas une mode ni une obligation morale. C'est un outil pratique pour améliorer tes performances, ta clarté et ton caractère. C'est une preuve que tu te prends au sérieux, que tu ne vis pas en automatique mais avec intention. Et cela se voit dans ton énergie, dans ta peau, dans ton regard. Parce que celui qui prend soin de lui de l'intérieur transmet de la fermeté à l'extérieur. Fais du petit déjeuner un rituel de connexion, peu importe s'il est petit ou grand. Ce qui compte, c'est la qualité, la conscience, l'attitude. Regarde ton assiette comme un reflet de ton respect de soi. Et quand tu te nourris, fais-le comme celui qui honore la vie qu'il a, comme celui qui ne prend pas son corps pour acquis, comme celui qui sait que ce qu'il consomme aujourd'hui se transforme en ce qu'il ressent, pense et fait le reste de la journée. 8. Que ton entraînement soit un rituel, pas une routine. Le corps est comme une épée. Si tu ne l'aiguises pas tous les jours, elle rouille. Si tu l'utilises sans respect, elle se brise. Si tu en prends soin uniquement pour l'esthétique, tu oublies son véritable but, être un outil pour te tenir fermement au milieu de la bataille. L'entraînement matinal n'est pas une punition ni une obligation, c'est un acte d'affirmation personnelle. Ne le fais pas par habitude, fais-le comme un rituel. Parce que tu ne bouges pas simplement ton corps, tu façonnes ton esprit, ta volonté et ton caractère. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui s'entraîne par répétition et quelqu'un qui s'entraîne avec un but. Le premier compte seulement les répétitions, le second compte les transformations. Et cela commence par une décision. Arrêter de voir l'exercice comme une corvée et le transformer en un moment sacré avec toi-même. Un espace où le bruit extérieur s'éteint et le feu intérieur s'allume, où chaque mouvement a une intention, où chaque goutte de sueur est une preuve que tu choisis de ne pas abandonner. Les stoïciens parlaient du durcissement de l'âme à travers le corps. Ils croyaient que l'effort physique était une façon de préparer l'esprit aux défis de la journée. Parce que celui qui se surpasse à l'entraînement, il est plus difficile qu'il s'effondre face à un problème. Celui qui supporte l'inconfort de l'exercice développe une tolérance à la frustration. Et celui qui maîtrise son corps renforce son esprit. S'entraîner le matin n'est pas seulement une question de discipline. C'est une façon de prendre le contrôle avant que le monde n'essaie. C'est un message clair. Je suis celui qui donne le rythme. Pas mes émotions, pas ma fatigue, pas la paresse. Chaque répétition est un rappel que tu es vivant, que tu as de la force, que tu peux résister plus que tu ne le pensais. Mais tu ne découvres cela que si tu te présentes tous les jours, sans excuse. Il ne s'agit pas de faire toujours la même chose. Tu n'as pas à suivre une routine parfaite. L'important est l'acte de te montrer, de bouger avec intention, d'activer ton énergie avant de la donner aux autres. Parce que si tu ne charges pas d'abord ta propre batterie, tu passeras la journée à te vider en tâches, personnes et problèmes sans avoir de quoi te soutenir. L'entraînement, lorsqu'il devient un rituel, cesse d'être une obligation. Il devient un refuge, un moment de reconnexion. Tu n'as pas besoin d'équipements sophistiqués ni d'un lieu spécial. Tu as juste besoin de la volonté de bouger, de respirer fort, de repousser tes limites, même un peu plus.
Parce que chaque fois que tu le fais, tu te dis quelque chose de très clair. Je ne vais pas abandonner aujourd'hui. Beaucoup attendent la motivation pour s'entraîner. Mais la motivation vient après, pas avant. Elle arrive quand tu es déjà en mouvement, quand tu sens comment le sang s'active, comment les muscles se réveillent, comment ton esprit commence à s'éclaircir. C'est là que cette sensation de pouvoir qui ne s'achète ni ne se feint apparaît. Elle se construit seulement, avec présence, avec sueur, avec répétition. Fais de ton entraînement une déclaration quotidienne. Qu'il ne soit pas seulement pour te voir mieux, mais pour te sentir plus fort, plus concentré, plus vivant. Parce que lorsque tu fais du mouvement un rituel, tu dis « Ce corps est à moi, cette énergie est à moi, cette vie je la construis avec mes propres mains. » Et cela n'a pas de prix. Cela devient une identité. Et celui qui s'entraîne avec cette conviction ne se transforme pas seulement à l'extérieur, il se renforce aussi à l'intérieur. Il n'y a rien de plus facile que de promettre un changement. Ce qui est difficile, c'est de le rendre réel. Ce qui est difficile, c'est de le maintenir quand personne ne regarde, quand il n'y a ni applaudissements ni récompense, quand le seul témoin de ta transformation est ce silence gênant qui apparaît juste après avoir abandonné une excuse. Le véritable changement personnel n'a pas besoin de bannières, de discours ou d'auto-assistance édulcorée. Il ne s'agit pas d'attendre le lundi, ni de faire des listes interminables d'objectifs. Il s'agit d'un acte brutal d'honnêteté envers toi-même. Il s'agit de regarder ta vie en face et d'arrêter de répéter les mêmes justifications que tu utilises depuis des années comme bouclier. Changer n'est pas confortable, changer fait mal. Changer signifie trahir cette ancienne version de toi qui s'est habituée à survivre plutôt qu'à vivre. Mais cela signifie aussi te libérer. Parce que tant que tu continues à expliquer pourquoi tu ne peux pas, tu resteras enfermé dans la même cellule de toujours, avec des barreaux que tu as soudés toi-même, avec chaque excuse, avec chaque « je commence demain », avec chaque « tu ne comprends pas ». Cette vidéo n'est pas faite pour caresser ton ego, elle est faite pour te réveiller, pour te pousser, même si ça fait mal. Ici, tu ne trouveras pas de mots doux, parce que la vie ne te parlera pas gentiment quand tu te détruis lentement. Ici, nous allons parler de changement réel, celui qui se construit pas à pas, en silence, avec une discipline féroce et une volonté inébranlable. Nous allons parler de 8 principes stoïciens, applicables, crus et directs, qui ne servent pas seulement si tu les comprends, mais si tu les pratiques. Peu importe ce que tu as été jusqu'à présent. Ce qui compte, c'est ce que tu es prêt à faire à partir d'aujourd'hui. Parce que le véritable changement ne se crie pas, il se vit. Et il commence à l'instant précis où tu décides d'arrêter de négocier avec toi-même. Es-tu prêt à rompre avec toi-même? 1. Brise le rétroviseur. N'explique plus ce qui est déjà derrière. L'esprit est comme une voiture avec le pare-brise sale et le rétroviseur propre. Et bien que la route soit devant, certains restent à regarder en arrière, repassant encore et encore ce qui s'est déjà passé. Comme si dans cette répétition infinie, ils pouvaient trouver une explication qui leur donne la permission d'avancer. Mais le rétroviseur ne va rien te montrer de nouveau. Il va seulement te rappeler la même chose. Les erreurs, les trahisons, les mauvaises décisions, les moments où tu n'étais pas à la hauteur. Continuer à regarder en arrière, c'est comme conduire vers l'avenir avec les yeux fixés sur ce que tu ne peux plus changer. Et dans ce jeu mental, tu ne t'arrêtes pas seulement, tu te heurtes à la réalité. Le problème n'est pas d'avoir un passé. Nous en avons tous un. Le problème est quand tu t'accroches tellement à ce passé que tu le transformes en ton identité. Quand tu commences à dire « je suis comme ça à cause de ce qui m'est arrivé »,« je réagis comme ça parce qu'on m'a blessé »,« je ne peux pas faire confiance parce qu'on m'a trahi », et tu arrêtes de grandir parce que tu as fait de la douleur une excuse. Cette narration peut sembler logique, voire touchante, mais c'est une prison déguisée en autoconnaissance. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer ce que tu as vécu. Il exige que tu ne l'utilises pas comme justification pour continuer à être moins que ce que tu peux être. Chaque fois que tu répètes ce que tu as été, tu renonces à ce que tu pourrais devenir. Le passé a déjà rempli sa fonction. Si tu l'as compris, utilise-le. Sinon,
lâche-le. Mais ne t'arrête pas pour donner plus d'explications. Ne deviens pas la victime professionnelle qui a besoin de raconter son histoire encore et encore pour obtenir l'approbation, la compassion ou le pardon. Parce que pendant que tu te justifies, tu n'agis pas. Pendant que tu expliques, tu ne te transformes pas. L'action n'a pas besoin de discours, juste de volonté. Casser le rétroviseur n'est pas oublier. C'est décider consciemment que ton énergie ne sera plus drainée par quelque chose qui ne peut pas être changé. C'est regarder en avant, avec tout le poids de ce que tu as été, mais avec la détermination de ne pas le répéter. C'est assumer que personne ne viendra fermer tes blessures, ni te dire « c'est passé ». Tu dois le faire toi-même. Et cela demande du courage, le genre de courage qui ne se voit pas sur les réseaux sociaux et qui n'est pas crié au monde. Celui qui s'entraîne dans le silence, quand tu te rends responsable de ton histoire sans avoir besoin de continuer à la raconter.